Je m'appelle Justine Laurent, je co-dirige l'agence Circulable, je connais certaines personnes parmi vous. Donc merci Jérémy de m'accueillir ici dans ce marathon. Du coup, en fait, j'ai la chance de venir partager avec vous notre expérience chez Circulable, parce qu'en fait, depuis 2012, et vous allez comprendre, on travaille sur l'éco-conception des modèles économiques, si on peut dire, et en fait, pour permettre ça, on a conçu nos propres outils. Et du coup, je ne suis pas là pour vous apprendre des choses que vous avez a priori déjà travaillé ce matin, mais plutôt pour vous partager mon retour d'expérience. J'avais préparé une petite présentation voilà, et en fait, en vous écoutant, je pense qu'il y a des trucs que je ne vais pas dire parce que ce serait redondant et ce serait pas intéressant. Alors, comment ça marche? Bon, on va faire comme ça. Juste très rapidement, vous parliez de mission. Chez Circulab, on a une mission qui est de régénérer les écosystèmes. Donc, on parle de territoire, on parle également d'écosystèmes naturels. Donc on est une agence de stratégie, un studio de design et on est certifié Bicorp depuis 1 an et on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à la régénération des récifs coralliens. Et du coup, alors j'ai noté quelques trucs que vous avez dit et je pense que là il y a déjà... Ouais, il y a un groupe tout à l'heure qui permet de compensation. Est-ce qu'on met les impacts dans la compensation ou dans l'ADN? Le 1% pour la planète fait partie, selon moi, de la compensation. Par contre, vous allez comprendre aussi de quelle manière Circulab s'est servi notamment du Canva qu'on a développé pour concevoir son propre modèle économique, qui nous permet d'intégrer la notion d'impact dans l'ADN. Donc du coup, l'outil que je vous présente fait partie de la Circulab Toolbox, qui sont un ensemble d'outils en open source notamment, mais on a également, et j'y reviendrai, des cartes, on a également des jeux de Laura, des choses comme ça, voilà, destinés notamment à la résilience, à l'évolution des modèles. Cette Circulab Toolbox, elle est donc une partie en open source, notamment l'outil que je vous présente aujourd'hui, c'est aussi tout son intérêt. Et le reste de cette Circulab Toolbox est mis à disposition d'universités, de CCI, de bureaux d'études, mais également de consultants indépendants, de coachs et de professeurs, qui sont tous certifiés Circulab, donc qui sont formés par Brieux Sapré, mon associé et moi-même, et qui après, et on le reverra, mettent tout ça en commun et du coup bénéficient de ces outils, peuvent vendre leurs services sur leur territoire avec la Circulab Toolbox. Et voilà, et tout ça, ça nous permet du coup d'avoir un pôle d'experts que compose la Circulab Community, parce qu'on a 70 experts dans 25 pays, avec 30 expertises différentes, et du coup de pouvoir proposer des actions qui sont les plus intéressantes possibles. Parce que la particularité de Circulab, c'est qu'on est 2 salariés, mais qu'on est présent sur les 5 continents. Donc je vous expliquerai après comment on fait ça. Donc voilà, quelques références, c'est pas passionnant. Du coup, éco-concevoir son modèle économique, donc ça vous le connaissez, donc je ne vais pas m'étendre, enfin j'imagine que vous en avez parlé toute la matinée. En fait, nous, juste pour repartir de cette définition, avec le Circular Canvas, ce qu'on souhaite questionner, c'est la notion de valeur. Donc en fait, quand on parle du modèle économique, donc comment une organisation crée des livres et capturer des livres de la valeur, donc ça, vous l'avez bien compris, il n'y a pas que les entreprises privées à but lucratif qui ont un modèle économique. Le modèle économique, c'est ce qui rend toute organisation, toute entreprise viable. Et en fait, nous, ce qu'on souhaite avec le Circular Canvas, c'est re-questionner la notion de valeur. La notion de valeur pour qui, à destination de qui, et qui bénéficie de cette valeur. La deuxième chose, c'est à quelle échéance. Donc la notion de court terme, moyen terme et long terme, c'est aussi re-questionner ça. La troisième chose, c'est quels sont les flux. Dans le modèle économique, on est en général sur... Ouais. Est-ce que tu nous l'enverras? Oui, je peux vous l'envoyer. Ok. La notion de flux, on est souvent sur des flux financiers et c'est également, on l'a vu, mais comment est-ce qu'on arrive à finalement aller au-delà de cette notion de viabilité qui dépend d'une viabilité uniquement financière finalement, et évidemment quels bénéfices. Est-ce qu'on est uniquement sur des bénéfices au sens capitaliste du terme ou est-ce qu'on est sur des bénéfices pour la planète? Et dans la notion de bénéfice, on va bien au-delà que réduire les impacts parce qu'en fait le bénéfice c'est a priori ça crée une valeur positive. Juste un chiffre qui est important à garder en tête également pour vous remettre dans la position de pourquoi et comment on a conçu cet outil. Donc la phase de conception selon la Commission européenne détermine 80% des impacts d'un produit ou d'un service. Quand on parle d'impact, c'est évidemment à quel point on va répondre aux besoins, mais c'est aussi les déchets qu'on va générer, c'est la pollution qu'on va générer, c'est le lien social, etc. Et en fait, quand on dit 80% se décide à l'étape de conception, ça ne veut pas dire la phase de conception, à cette étape-là, les impacts sont ceux-ci, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est à la conception qu'on prend les choix desquels vont émaner les impacts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une fois que vous avez le tas de déchets devant les yeux que vous allez pouvoir créer un maximum de choses possibles. Et du coup, nous, tout l'enjeu, c'est justement la conception. Un modèle économique, c'est de la conception. Quand vous cuisinez, c'est de la conception. Quand vous partez en voyage, c'est de la conception.
parce que vous prenez des choix afin de répondre à un besoin, qui est de se nourrir, qui est de faire plaisir à votre copain-copine, qui est de faire plaisir à vos invités. Et du coup, c'est de la conception. Et le modèle économique, c'est pareil, c'est quels sont les choix que je prends afin de répondre à un besoin. Et donc du coup, pour nous assurer que dans la conception, les organisations prennent en compte l'éco, donc la maison et l'écosystème, on a conçu la Circular Toolbox dans laquelle vous avez en Creative Commons notamment, et surtout c'est vraiment les trois pierres, disons, qui permettent de passer d'un bout du rivage à l'autre. Et du coup, vous ne les voyez plus. Mais, bon après, où en fait il y a une un premier type d'outil qui est vraiment le niveau, je vais plutôt commencer par le plus haut. Premier outil, c'est Evaluation Canvas qui permet de travailler sur l'approche filière avec vraiment, disons, la big picture de toute la chaîne de valeur qui permet de me dire, ok, quand moi, Coca-Cola, je dis que je fais de l'éco-conception et que je réduis la quantité de plastique dans ma bouteille, alors qu'aujourd'hui, avant 2018, 95% de la matière recyclée était recyclée en Chine. En fait, c'est là qu'on arrive en fait, à se dire, est-ce que les choix que je prends finalement avec la big picture et de comment fonctionne la chaîne de valeur, ils sont pertinents. L'approche partenariale, donc ça vous en avez beaucoup parlé, c'est comment je m'intègre au sein d'un territoire, quelles sont les stratégies de partenariat et de collaboration que je vais mettre en place. Donc ça c'est l'outil du Partner Map. Et après, vous avez, donc c'est vraiment des outils je pars Zoom, marché, territoire et après organisation. C'est quels sont les choix de cette organisation au niveau micro pour que finalement elle s'intègre le mieux possible aussi bien ici qu'ici. L'outil pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est l'outil au niveau microéconomie, c'est-à-dire l'approche organisation et l'approche projet. Donc du coup, le Circular Canvas, ça ressemble à ça. Alors, quelques mots à ce propos. Vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. La première chose, vous avez parlé beaucoup de ronds, de cercles, etc., du fait qu'aujourd'hui, les modèles économiques sont beaucoup dans des cases et autres. Alors, on s'est beaucoup, je vais tirer les cheveux, mais vous pouvez comprendre, c'est pas adapté. On s'est beaucoup questionné sur... merci. On s'est beaucoup questionné sur comment faire, etc. Déjà, il faut savoir qu'imprimer en fait, des ronds sur... aujourd'hui, les imprimantes, c'est rectiligne, hein, c'est-à-dire que le fait d'avoir il y a une perte d'espace et tout. Mais après, c'est surtout qu'on s'est dit qu'en fait, nous, la dynamique la dynamique qu'on voulait mettre autour de cet outil, ça venait pas de l'objet en lui-même, mais ça venait de la manière dont on allait s'en servir. Et ça, j'y reviendrai après, mais en fait, pour nous, justement, faire en sorte que cet outil-là devienne dynamique dans son usage, etc., c'est la manière en fait, dont on organise les usages autour, comment on fait en sorte que les différents utilisateurs puissent échanger, collaborer et comment on le fait évoluer dans le temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vu qu'on est sur des pensées relativement complexes, à un moment, utiliser des outils simples de visualisation, c'était aussi le plus évident. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez quand même des fonctionnements qui sont des fonctionnements avec lesquels on arrive à faire beaucoup plus simplement les liens. En fait. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là, et je vais me permettre de le préciser. Donc du coup, le Circular Canvas, ça ressemble à ça. On n'a pas inventé l'eau chaude. On a juste fait en sorte qu'elle soit un peu plus chaude et que quand elle chauffe, elle consomme moins d'énergie. Donc du coup, ça ressemble à ça. La deuxième particularité, c'est qu'on a aussi volontairement fait en sorte qu'il y ait des couleurs, que ça donne envie. En fait. Et que le modèle économique, ce soit plus quelque chose qui soit réservé aux comptables, aux financiers ou aux personnes qui font de la stratégie, mais que ce soit un outil que tout le monde, qu'un maximum de personnes puissent utiliser. Et j'y reviendrai, mais c'est un outil qu'on utilise avec tout type d'utilisateurs, que ce soit des entreprises, mais même des territoires. Et donc justement, on fait en sorte aussi d'avoir, disons, cette vulgarisation de la notion de modalité. Donc ça, je vous ouvrirai la présentation. Juste un point, le Circular Canvas, en fait, c'est un outil qu'on utilise pour concevoir des modèles économiques. Donc c'est-à-dire, on travaille avec des entrepreneurs, des incubateurs, etc. Ou avec parfois des entreprises, des grands comptes notamment qui souhaitent concevoir un nouveau modèle économique. Mais c'est aussi un outil qui peut permettre de faire évoluer un modèle économique existant. C'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est que c'est un outil qui va permettre en fait, de prendre du recul par rapport à une situation, quels sont les choix de conception aujourd'hui que j'ai pris par rapport à mon projet, etc. Et puis du coup, après, va pouvoir, ces choix-là, ils ont ces impacts-là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et du coup, avec les cartes, etc., on fait en sorte aussi de les aider à améliorer ça pour qu'à la fin, vous comprendrez, on a un maximum de choses en impact positif, qui est la case illisible tout en haut de l'écran. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, le modèle économique, de nouveau, ça peut être aussi appliqué, vous pouvez utiliser cet outil-là pour un événement ou pour un flux. Par exemple, on a identifié ce flux-là sur un territoire, on aimerait savoir, on aimerait faire quelque chose avec ce flux-là, faire en sorte qu'il puisse répondre à des besoins. Et donc, vous partez du Circular Canvas, et à partir de ce flux, vous réfléchissez à toutes les valeurs que vous pouvez créer avec.
Donc vraiment, l'usage il est varié et les points d'entrée sont très divers. Donc ça, c'est juste la posture pour que vous la compreniez. Donc avec, si j'ai bien compris, groupe de biomimétisme, plutôt une approche système, une approche économie de fonctionnalité. Nous, on a voulu réunir toutes les chapelles, on s'est dit, bon, on va faire un peu de tout. Donc du coup, effectivement, la posture, quand on utilise le Circular Canvas, il y a vraiment une posture, une des méthodes chez Circulab, en tout cas dans laquelle on souhaite s'ancrer, c'est les approches de biomimétisme. On a la chance d'être souvent en relation avec le CIBIO et Hugo notamment. Et du coup, l'idée, c'est d'appliquer les principes du vivant, notamment sur la notion de symbiose et sur les notions de collaboration et évidemment du cycle. En fait. Donc là-dedans, ça implique, quand on utilise le Circular Canvas, on fait en sorte, pas forcément de supprimer le déchet. On sait que voilà, le séquoia qui perd ses feuilles, pour le séquoia, lui, c'est peut-être un déchet, mais à l'échelle du système, ça ne l'est pas. Et donc il y a aussi un côté quelque part déculpabilisation où probablement vous aurez en fait un flux sortant, mais comment est-ce que vous vous assurez que ce flux sortant il est réintégré soit dans votre propre système, soit dans un autre système. Et ça c'est vraiment la posture qu'on souhaite avoir. Et en fait c'est grâce à ça notamment qu'on arrive à aller plus loin que la simple réduction d'impact. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on réintègre notamment ces déchets-là dans un autre système, ça permet d'être dans une posture plutôt positive et surtout de création de valeur. Après, le Circular Canvas, on a pour objectif d'aider les organisations à optimiser un maximum. Donc c'est pour ça que tant que possible, on repart toujours d'un existant. C'est-à-dire que même quand on conçoit une nouvelle structure, vous partez jamais de zéro. Vous avez un territoire sur lequel vous vous implantez, il y a des partenaires qui sont présents, il y a des savoir-faire probablement sur le territoire. C'est comme ça qu'on concevait les châteaux, c'est comme ça qu'on a installé les briqueteries parce qu'il y avait des argiles sur le territoire. Donc là, c'est de repartir de ça, et c'est également, évidemment, les ressources techniques que vous pourriez avoir, etc. Et donc ça, c'est également la posture qu'on souhaite avoir, toujours repartir de quelque part et être dans une démarche de, ok, déjà, commençons par optimiser ce qu'on a à disposition. Et après, la dynamique, évidemment, de synergie locale, faire en sorte de mobiliser un maximum les partenaires dans la création de valeur, et je vais vous expliquer tout ça. Donc du coup, je garde mon rappel parce que j'ai noté des trucs là. Donc, quelle est la grille de lecture? Donc, en fait, le Circular Canvas, la manière dont je vous propose de lire, c'est qu'en fait, finalement, déjà, on repart toujours des besoins fondamentaux. Donc, ça, on y va, on parle de mission dans le Circular Canvas, c'est-à-dire que l'idée, c'est quelle est la mission, quel est le besoin fondamental auquel je réponds. Et à partir de là, vous allez répondre à ce besoin. Okay, en répondant à un besoin, vous allez créer créer un premier. Il y a un premier élément qui va en bénéficier, cet élément-là, c'est l'utilisateur. Parce qu'a priori, c'est cet utilisateur qui a un besoin. Idéalement, vous en avez plusieurs, mais en tout cas, vous partagez. Donc ça, c'est le premier niveau de valeur. Le deuxième niveau, c'est qu'a priori, pour pouvoir répondre à ce besoin, vous allez devoir avoir des flux, des ressources, etc. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour nous assurer qu'on arrive en fait à viabiliser la réponse à ce besoin-là. Okay, ça ne veut pas dire que l'on se prend un peu de thune dans nos poches, ça veut juste dire qu'on fait en sorte de viabiliser la réponse aux besoins. Okay, donc comment est-ce que je m'assure que j'ai accès à ces ressources et que mon organisation peut se le permettre. Donc ça, c'est le deuxième niveau de création de valeur, et on y reviendra dans la notion de revenu et coût, mais vous allez identifier, nous on a des cases un petit peu partout, la notion de revenu et coût, on va un petit peu plus loin que le coût financier. Donc ça, c'est le deuxième niveau de bénéfice. Et le troisième niveau de bénéfice, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ça s'intègre de la manière la plus positive possible dans l'écosystème duquel on dépend. Et en fait, vu qu'on dépend de cet écosystème, s'il n'y a que des impacts négatifs, a priori, les impacts négatifs, ils vont répercuter la viabilité de notre modèle et du coup, on ne pourra plus répondre aux besoins fondamentaux. Et en fait, du coup, l'idée, c'est pour ça qu'aussi souvent, quand on travaille avec les organisations, parfois, vous avez une première étape qui est de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on dépend des écosystèmes naturels. La filière cosmétique, 40% de la filière dépend en gros soit dans l'inspiration, soit dans les composants de végétaux, etc. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, si vous avez un excès dans la consommation et que vous ne respectez pas les écosystèmes naturels dont vous dépendez et que vous ne prenez pas en considération la disparition des abeilles, à un moment, ça va vous venir en fait en pleine face parce que vous en dépendez. Donc en gros, je schématise, mais c'est un petit peu l'idée ici. Donc en fait, c'est d'avoir vraiment ces trois niveaux de création de valeur pour faire en sorte, donc ça vous l'avez également évoqué, c'est bon, qu'on ait vraiment en fait une logique d'interdépendance entre ces trois niveaux et surtout de utilisateurs, organisation et derrière écosystème qui inclut le territoire mais qui inclut également la biodiversité, etc. Donc du coup, le premier niveau, comme vous l'aurez compris,
En fait, c'est l'ensemble des cases qui sont là. Il y en a certaines qui sont communes au business model Canva, au Lean Canva. Nous, il y a une première case. Alors, le sens de lecture n'est pas forcément linéaire. Ce qui se passe, c'est que dans ma présentation, je suis obligée de commencer par quelque part. Donc, je vous propose de commencer par cette case, qui est la case de la mission. Donc, déjà, c'est remettre la mission, donc en l'occurrence, pas au cœur, mais en tout cas, voilà, la faire apparaître. La mission, donc quel est le besoin fondamental auquel l'organisation répond. Donc ça déjà, vous l'avez très bien compris, vous l'avez également expliqué, il y a beaucoup d'organisations qui ne le savent pas. Et ça, c'est pas forcément la base de l'économie circulaire, régénérative, etc. C'est la base de l'innovation. Il y a des entreprises comme la SNCF, par exemple, qui innovent très bien parce qu'elles connaissent leur mission, qui permettent la mobilité. Donc elles font en sorte de s'interroger sur le covoiturage, sur toutes ces choses-là. Il s'avère que du coup, elles s'éloignent un peu de leur core business et de faire en sorte que le premier besoin se déroule très bien, n'empêche qu'elles connaissent très bien leur mission. Donc, quelle est la mission? Et en fait, ça, rien que se poser la question de la mission, ça ouvre un champ d'opportunité. Parce que je suis Peugeot, parce que je suis Vélib et parce que je suis Airbus, en fait, a priori, ma mission, c'est la même, c'est de permettre la mobilité. Sauf que quand je suis Peugeot, que je me dis, moi, je permets la mobilité, en fait, au lieu de vendre des voitures, je vais faire, proposer l'économie de fonctionnalité, je vais faire en sorte de développer le covoiturage, et en fait, là, on est déjà sur une logique d'optimisation de ce qui existe. Parce qu'une voiture, c'est utilisé 5% du temps, et du coup, Peugeot, je devrais me dire, est-ce que c'est vraiment utile d'en mettre de nouvelles sur le marché? Donc ça, c'est une nouvelle classe. Après, les deux autres qui sont ici, c'est ce que vous avez partagé tout à l'heure en étant les partenaires, la collaboration, etc. Donc on a la case activité clé qui a trait au savoir-faire interne. Donc nous, on insiste vraiment tant que possible sur les savoir-faire. Aujourd'hui, les grands groupes particulièrement, à 70%, dépendent de personnes extérieures, soit de la sous-traitance, soit de consultants, etc. Et l'idée, c'est aussi de rappeler à toute organisation qu'elle a des savoir-faire et que ces savoir-faire acquis, il faut les valoriser. Vous aviez peut-être vu notamment un projet, alors peut-être que Hugo pourra en parler mieux que moi, mais il y a eu un projet d'un plasticien qui avait bossé avec une ancienne entreprise de la dentelle, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, pour régénérer les récifs coralliens. Et en fait, c'est une entreprise qui était, qui fonctionnait plus, parce que la dentelle, on n'a plus de demande. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a dit, la dentelle, il y a une recomposition, en fait, un peu des récifs, les récifs coralliens en termes d'architecture s'apparentent à ça. Et du coup, il a utilisé ce savoir-faire-là qu'ils avaient développé pour faire en sorte, du coup, d'installer des pièces pour participer à la régénération de l'écosystème. Et en fait, ici, typiquement, c'est valoriser ces savoir-faire. Les partenaires, c'est tout finalement les savoir-faire extérieurs, et on y reviendra aussi, tant que possible, le territoire. Ici, on distingue les trois ressources. Dans le Lean ou dans le business model Canva, on a ressources. Nous, l'idée, c'est de faire comprendre que les ressources naturelles, techniques et les ressources énergétiques, déjà en termes de valorisation, en termes de boucle, mais également en termes d'usage, de retour à la terre, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça qu'on veut les distinguer. L'idée également, c'est de prendre en considération les ressources qui sont utiles tout au long, dans la valeur que je vais délivrer et dans l'usage. Donc moi, je suis BIC, je mets à disposition un rasoir jetable. Si mon utilisateur n'a pas d'eau, il ne peut pas se raser. Donc ça, c'est un peu le début de l'analyse du cycle de vie, si on peut dire, c'est-à-dire c'est prendre en considération les ressources qui sont nécessaires pour délivrer l'usage. C'est pareil, la voiture, si aujourd'hui il n'y a pas de pétrole, en fait, 3/4 de vos voitures, personne ne peut s'en servir, donc vous ne répondez plus à un besoin. Parce qu'une voiture au parking, ça ne répond pas à un besoin de mobilité. Donc ici, c'est bien s'assurer qu'on prend en considération, parce que en fait, le fait que mon utilisateur ait besoin d'essence ou que mon utilisateur ait besoin d'eau pour se raser, ça, c'est un choix de conception. C'est-à-dire que c'est toi, BIC, qui décide que ton rasoir ne fonctionnera qu'à l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre ici, quand bien même la consommation d'eau ne se fera pas au moment de la production. Donc ça, c'est pour les cases bleues ici, celle-ci du moins, c'est vraiment de quoi j'ai besoin. Donc là-dessus, il y a un niveau. Et après, j'ai besoin de toutes ces choses-là, du coup, pour répondre à un besoin qui est ici. Et en fait, je passe à la partie marché, comment je réponds à cette offre. La proposition de valeur, nous, cette case-là, on a hésité à la mettre au pluriel, etc. On a demandé à plein d'utilisateurs, des clients, ils nous ont dit, voilà, on l'a laissé comme ça. Proposition de valeur, et la petite spécificité, c'est qu'on parle pas de client, on ne parle pas de consommateur, on parle d'utilisateur et de contexte. Pourquoi on ne parle pas de consommateur? Parce que dans toutes ces économies dont on parle et qu'on souhaite développer, on ne souhaite pas privilégier la consommation, mais l'utilisation. Et donc c'est pour ça qu'en fait, le point de départ, c'est de parler d'utilisateur. Après, le contexte. Pourquoi le contexte? Parce que de nouveau, on est dans des logiques locales, on est dans des logiques territoriales.
mais on est également dans des logiques où on souhaite y aller étape par étape, l'itération, l'agilité, etc. C'est autant de mots-clés que nous, sur lesquels on souhaite travailler. Et c'est pour ça que remettre l'utilisateur dans son contexte, c'est hyper important. Déjà, si on veut commencer à mettre des choses en place, pour ne pas avoir l'impression que c'est un immense truc, mais en plus de ça, pour nous assurer que dans ce contexte-là, les ressources mobilisées, elles sont adaptées. Par exemple, une bouteille en plastique, par exemple, les bouteilles d'eau, j'imagine que vous avez déjà remarqué, mais c'est quand même aujourd'hui les seules bouteilles qui n'existent qu'en pack de 6. Vous n'avez que des packs de 6. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, évidemment, derrière, il y a des questions logistiques, mais une bouteille d'eau, vous avez un bouchon. Ce qui se passe, c'est quand j'achète un pack de 6, a priori, je n'utiliserai jamais les 6 bouteilles en même temps. Parce qu'avoir 6 bouchons, c'est utile, pas forcément. Sauf si je suis dans un événement et que j'ai besoin d'avoir une bouteille sur chaque table. Dans quel cas, oui, là, le bouchon est nécessaire. Donc en fait, le fait de remettre dans le contexte, ça permet de m'assurer que tous les éléments et tout ce qui va composer mon produit notamment ont une fonction et sont utiles dans ce contexte-là. Parce qu'en fait, mettre un bouchon et rendre ma bouteille transparente, ça nécessite des ressources qui derrière ne sont pas forcément nécessaires. Et donc après, on peut avoir plein d'utilisateurs, vous pouvez avoir plein de circulaires convex différents. Hein. Et après, on a les canaux de distribution, et ça on y reviendra, le circulaire Kanban mis entre deux mauvaises mains, c'est comme un tournevis, hein, vous pouvez faire des choses pas bien avec. Donc c'est pour ça qu'on a notre communauté. La distribution, c'est les canaux de distribution, donc comment on fait en sorte pour accéder, c'est pas que comment je vends, mais c'est également le bouche à oreille, les communautés, le panier partenariat, etc. Et la case qui est nouvelle, c'est le prochain usage. Donc c'est next use ici, enfin c'est usage suivant sur le board en français. Et l'usage suivant, c'est finalement comment est-ce qu'une fois que j'ai répondu à un besoin et avec cette première proposition de valeur, comment est-ce qu'en considérant la fin de vie des ressources, de mes composants, de mes matériaux, de mes flux, est-ce que je peux aller éventuellement m'adresser à un nouveau marché ou à un nouveau besoin ou à un nouvel usage. Et c'est là en fait qu'on commence à questionner comment est-ce que vous intégrez ces flux sortants dans un nouveau système. Soit vous l'intégrez en boucle fermée, dans quel cas vous allez les réutiliser peut-être dans vos ressources ou peut-être même par votre utilisateur. Ou soit sinon, next use, ça va être utile pour une autre organisation. Et là, vous avez un autre circulaire Kanban, qui est le circulaire Kanban d'entreprise B, qui va utiliser vos flux sortants pour faire quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est les choix que vous prenez en tant qu'organisation, et c'est ce sur quoi vous pouvez agir. Hop. Et après, l'idée, c'est que tous ces choix-là, vous allez questionner la notion de revenu et de coût. La particularité, c'est qu'en fait, nous, on considère que des revenus, il peut y en avoir potentiellement partout, parce qu'on veut multiplier les revenus. Okay. Plus vous avez de revenus, plus vous êtes solide en période de choc notamment, pour parler de résilience. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les organisations n'ont pas un cadre propice à la résilience. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent d'une source de revenus. Donc en fait, si demain ça s'écroule, tout s'écroule. Donc l'idée ici, c'est de multiplier les sources de revenus, notamment avec l'usage, dans l'optimisation des actifs, etc. Et après, vous avez les coûts qui sont également associés à chaque colonne. L'objectif, ça va être, donc vous l'avez compris, de multiplier les revenus, de diminuer les coûts, et ça va être aussi nous assurer ici qu'on a quand même une viabilité, mais parfois, en revenus, vous pouvez autrement appeler ça les flux entrants. Si vous êtes dans une économie du don, par exemple, c'est quelque part, ça peut être également les flux entrants qui vont permettre l'équilibre du système. Si vous dépendez ici de, d'ordinateurs, etc., et que vous ne les avez pas achetés, mais qu'on vous les a donnés, en fait, c'est un flux entrant que vous n'avez pas payé et qui permet de rester bien. Voilà. Et après, le troisième niveau, pareil, vous pouvez le prendre en considération en premier, c'est comme vous voulez. Le troisième de la présentation, c'est les impacts écosystémiques. Donc en fait, pareil, vous avez évoqué les externalités. Et en fait, c'est là, nous, avec cet outil-là, qu'on veut que les impacts fassent partie de l'ADN. Parce que les impacts, ce n'est pas une petite case qu'on va mettre sur le côté, en fait. C'est-à-dire que chaque choix va avoir un impact, mais que cet impact, comme vous l'avez compris, en fait, on fait en sorte de boucler et faire en sorte que ce soit utile pour le reste du modèle. Donc on a les impacts négatifs, sociétaux, sur les territoires, sur la communauté, sur la planète, sur l'économie, et les impacts positifs. Par rapport à ça, nous, donc il y a territoire notamment et écosystème, et quand on travaille là-dessus, notamment sur les impacts négatifs, un premier niveau c'est les impacts négatifs sur les ressources, le déséquilibre des ressources, etc., la diminution des stocks. Le deuxième impact, c'est au niveau des pollutions et des contaminations, et les troisième niveaux d'impact, ce sont les dommages infligés. Donc ça, c'est pour cet outil, et vu que le temps file, je vais juste vous présenter du coup les deux cas d'études. Donc le premier, qui est le cas d'étude le plus simple, c'est le cas d'étude de circulable. Parce qu'il faut savoir
que du coup, nous, on a commencé notre activité en 2012, on a créé cet outil en 2014. Aujourd'hui, cet outil, il est traduit en 7 langues, il est bientôt en 8 langues, puisqu'il va être traduit en turc. Et il est utilisé du coup dans les 5 continents, et il a été utile à plus de 30 000 personnes à l'international. Comment est-ce que ça c'est possible quand vous êtes 2 personnes dans une petite entreprise française? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en 2014, on a accompagné notre premier client sur sa stratégie qui s'appelle Ekiom, qui s'appelait Holcim à l'époque, pardon. Et en fait, voilà, au moment du rachat, etc., ils nous ont dit ok, aidez-nous s'il vous plaît à repenser notre modèle économique avec l'économie circulaire. À ce moment-là, on n'avait pas d'outils, on avait les mêmes outils que vous, c'est-à-dire ceux que vous aviez tout à l'heure. On a essayé, comme vous l'avez fait là, voilà, de concevoir un truc. On a proposé un atelier, ça s'est super bien passé. Et vu qu'on est dans une logique d'optimisation, on s'est dit, bah, ça a bien marché, allez, faisons un truc avec ça. Et donc, du coup, on a décidé d'aller plus loin et du coup de concevoir davantage ces outils-là. Et c'est comme ça qu'on a construit cette suite d'outils et qu'on a, disons, packagé un petit peu l'ensemble de ces outils. Du coup, ces outils, on a commencé à les utiliser dans l'ensemble de nos prestations. Et en fait, on avait du coup besoin d'autres mains et d'autres cerveaux. On était 3 personnes à l'époque. Et du coup, on a commencé à appeler des consultants indépendants pour animer des ateliers avec nous. Parce que du coup, effectivement, ce que j'ai pas dit, c'est que le Circular Canvas, c'est l'outil en Creative Commons. Et après, on a des cartes d'idéation, des gameplay, etc. qui permettent du coup d'animer toutes des séries d'ateliers autour des modèles économiques. Et donc du coup, à l'issue de cet atelier, ils nous ont dit « Ah ok, c'est super, etc. Comment je fais pour m'en servir ?» Et là, on s'est dit « Ah, comment on fait ?» Et là, on a pris le Circular Canvas et on s'est dit « Ok, bah, quel va être le modèle économique autour de ces outils ?» Et en fait, c'est comme ça que Circulab a eu l'idée, alors bon, ça, vous inquiétez pas, je ne vais pas tout vous faire, mais en fait, c'est comme ça que Circulab a eu l'idée de transformer ses concurrents, pour vous en parliez, en partenaires clés. Pourquoi? Parce que tous ces consultants indépendants, en fait, on s'est dit, on ne peut pas vous donner les outils, parce qu'en fait, nous, ces outils, on veut continuer à les faire évoluer. Nos jeux de cartes, par exemple, on les fait évoluer tous les ans, le Circular Canvas, on continue à donner des cas d'études qui changent tous les ans, etc. Et ça, bah, voilà, selon nous, c'est la base, c'est l'évolution du truc. Et en plus de ça, on s'est dit, c'est des consultants indépendants qui, a priori, ont des expertises, et nous, ce qu'on veut, c'est aussi faire en sorte que chacun puisse monter en compétences. Et du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de former ces consultants indépendants. Aujourd'hui, on a aussi du coup des universités et des agences CCI, etc. Et après, à travers une licence annuelle, ils peuvent utiliser les outils de leur côté, vendre leurs prestations sur leur territoire. Mais en plus de ça, c'est pas que en principe de franchise. L'idée, c'est qu'en fait, c'est d'aller beaucoup plus loin et c'est de centraliser toute cette matière grise. Et du coup, autour de cette communauté, on a un réseau social interne, on a des temps forts tous les mois, etc. pour faire en sorte de centraliser tout ce qui est fait par chacun partout dans le monde et de mettre tout ça en commun pour que ça puisse être utile au plus grand nombre. Donc ce que fait Sony à Taïwan, ça va être utile à Federico qui est en Argentine, et puis en fait ça va passer par nous qui allons compléter avec ce que nous on a fait en France. Et du coup de cette manière-là, en fait on permet déjà aux consultants qui étaient a priori indépendants de travailler tous ensemble, on fait évoluer la méthode, et l'autre avantage c'est que nous ça devient notre pôle d'experts, parce qu'en fait tous ces consultants indépendants, c'est avec eux qu'on travaille quand on travaille avec les organisations. Et donc en fait dès qu'on a besoin d'une expertise ou d'un ancrage territorial, on fait appel à eux. Et du coup c'est comme ça qu'aujourd'hui, les modèles économiques de Circulab, ils ressemblent à ça. Et en fait, là, il y a plein d'infos, etc. Mais en gros, on a une mission qui est de régénérer les écosystèmes. Pour y parvenir, notre cœur de business, c'est de proposer des services de design et de conception à des organisations. Mais pour permettre ça, on a conçu des outils. C'est notre savoir-faire, c'est nos activités clés. Pour démultiplier les usages de ces outils-là, et ben en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une partie des outils qui sont en open source. Et ce qu'on fait, c'est aussi qu'on fait beaucoup d'interventions évidemment à but lucratif, dans des écoles, etc., pour faire en sorte que ces outils soient utiles à un maximum de gens. Et puis par ailleurs, autour de ces outils, du coup, on forme des consultants, la Circulab Community, qui va utiliser les outils partout dans le monde, donc ça devient également notre réseau de distribution, parce qu'il parle de la marque, etc. Par ailleurs, ça devient également une source de revenus pour nous, mais en fait, c'est du win-win, parce que eux, il y a toujours cette montée en compétences, en service, etc. Et donc du coup, nous, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir ce modèle économique et que par ailleurs, du coup, on a aussi appris à développer un autre métier qui est un métier d'animation de réseau et de développement de réseau. Et juste le deuxième truc, et après je vous laisse pour vous puissiez aller déjeuner. Ça, c'est plus extérieur. On a travaillé avec l'entreprise Paro, s'il y en a certains d'entre vous qui viennent de Saint-Étienne, peut-être vous connaissez Paro.
Paro, c'est un monsieur qui a acheté une source, enfin qui a racheté une source d'eau minérale gazeuse naturelle, donc en région stéphanoise. Il vend des bouteilles d'eau, il dit les bouteilles d'eau ça pollue, il faut que je fasse un truc, en gros. Du coup, il nous appelle en disant est-ce qu'on ne peut pas faire de l'upcycling, etc. Et c'est là que se pose la question du modèle économique. Ou l'upcycling, c'est bien, mais en fait, ça ne re-questionne pas votre modèle économique et la manière dont vous pensez les valeurs, les flux, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on lui a dit écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un petit peu de recul, essayer d'étudier, c'est de remettre et de synthétiser votre modèle économique actuel dans le Circular Canvas. Donc le Circular Canvas est aussi un outil de pré-diagnostic, disons. Parce que du coup, en faisant ça, il se rend compte de ses impacts, etc. Si là-dessus, vous voulez ajouter du quantif, etc., c'est possible, mais nous, on ne fait pas. Et du coup, en fait, en faisant ce travail-là, il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, son modèle économique, c'était d'acheter des bouteilles en plastique, de les remplir d'eau et de les revendre avec la plus haute marge possible. Et donc, autant vous dire qu'en termes de... Moi, je suis une TPE, je veux créer un maximum de valeur, j'ai acheté ma source, j'ai envie de valoriser le patrimoine et l'héritage local, en fait, là, il s'est dit, ah non, c'est plus possible, il faut que je fasse autre chose. Et du coup, c'est comme ça qu'on est parti d'une démarche et d'un point d'entrée qui est réduire l'impact de mes bouteilles en plastique à repenser mon modèle économique pour faire en sorte d'aller plus loin en termes de création de valeur. Et donc, du coup, après, ça, c'est la première étape, prise de conscience. Deuxième étape, reconception du modèle. Donc, c'est là qu'on arrive avec nos cartes, etc. Et avec les équipes. Donc, il y avait les responsables qualité et autres. Et donc, du coup, là, ils ont eu l'idée. Et c'est jamais, de nouveau, non plus n'invente pas l'eau chaude, c'est pas de la consigne, mais en fait, ils sont concentrés sur un contexte où c'était le plus facile d'aller, les cafés, hôtels, restaurants. Et en fait, ils se sont dit, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est redonner de la valeur à notre source, à ces minéraux, etc. Donc, c'est remettre la source au milieu du village, et là, en l'occurrence, au milieu des restaurants. Donc, c'est travailler avec les restaurants pour installer des sources. Autour de cette source, il peut raconter une histoire. Et en plus de ça, du coup, il n'y a plus de bouteilles en plastique, il n'y a que des bouteilles en verre, et qui, par ailleurs, en termes de conception, produits purs et durs, vont être rectilignes plutôt que cylindriques, parce que des bouteilles cylindriques à côté, vous avez une perte d'espace, alors que 3 carrés à côté, vous n'en avez pas. Enfin, 3 cubes à côté. Et donc, du coup, ici, on est dans une évolution du modèle économique pour démultiplier la valeur. Et non seulement aujourd'hui, tu continues à répondre à un besoin de s'hydrater, mais en plus, tu valorises davantage le patrimoine culturel. Tu redonnes également, vous parliez aussi de valeur pour l'entreprise. Là, en fait, du coup, les salariés notamment s'impliquent et ont l'impression d'apporter de la valeur sur le territoire. Et en plus de ça, tu diminues un impact qui est l'impact de tes bouteilles. Voilà, et du coup, pour finir, comme je vous le dis, ça, c'est les deux cas un peu d'études, voilà. Et du coup, juste pour vous dire, aujourd'hui, comme le Circular Canvas, on fait en sorte que ça puisse être utile à un max de personnes. Donc c'est pour ça que, notamment chez Enactus, qui est une ONG d'entrepreneuriat social, tous les étudiants ont accès à nos outils pour travailler sur ces modèles économiques-là. On vient de commencer un partenariat avec l'IESEG pour laquelle les 1000 étudiants de master se servent du Circular Canvas pour toute la partie Sustainable Innovation et Change Management. Et en fait, on accompagne aussi les entrepreneurs du comptoir avec le Circular Canvas. Donc ça, c'est pour les partenariats français. Et voilà, l'idée, c'est que chacun d'entre vous puisse le télécharger, commencer